Bonjour, je suis Sophie pour l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine est connue pour la diversité des laits que l'on y produit. On produit des laits de vache, on produit des laits de brebis, des laits de chèvre. Aujourd'hui, nous allons parler de lait de chèvre. Nous sommes en Dordogne, la Dordogne qui est un département caprin, réputé notamment pour son cabécou. Alors c'est parti, on y va. Christophe, je suis ravie d'être là. Donc, nous sommes sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous préciser où on est? Alors ici, nous sommes à Razac-Daymé, en Dordogne. Vous êtes sur mon exploitation, une exploitation caprine de 60 hectares avec 192 chèvres où je suis installé en association avec ma femme. Et oui, c'est ça. Et donc du coup, de ce que j'ai compris, association avec ta femme et donc chacun avec vos spécialités quand même quelque part. Comment vous fonctionnez tous les deux? Oh non, on fonctionne plutôt en complémentarité mais pas en spécialité, quoi. D'accord. Tous les deux, on est capable de faire à peu près tout sur la ferme. C'est ça qui est bien. Et puis il y a aussi des salariés qui aussi complètent l'équipe et qui permettent aussi d'avoir une activité plus importante et une répartition plus importante des tâches. Ok. Et donc tu dis exploitation caprine, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu y fais? En fait, le revenu est exclusivement caprin, donc c'est une exploitation qui est axée sur la production de fromage et de yaourt et la production de lait de chèvre. D'accord. Et il n'y a pas d'autres productions sur l'exploitation, donc c'est vraiment orienté sur la chèvre et les produits de la chèvre. Et les produits dérivés, quoi. Ouais. Enfin, de transformation, en fait. Et ouais, c'est ça. Donc, chèvre, on en parle. Quelles races sont sur l'exploitation? Pourquoi? Et quel intérêt? En fait, on a les deux races principales qui existent en caprin, qui sont les alpines chamoisées, qui sont des chèvres marrons à liseré noir, ouais. Et les saanen, qui sont des chèvres blanches. Ok. Voilà. Donc, pas de choix particulier en fait. D'accord. C'est un peu l'histoire qui a fait le choix des races. Généralement, les gens ils choisissent la race dans laquelle ils ont découvert le métier. C'est souvent comme ça. S'ils ont été stagiaires dans des exploitations où il y a des alpines, ils auront plutôt des alpines. Si c'est des saanen, ils auront plutôt des saanen. Et tu vois une différence entre les deux races? À l'origine, il y avait une différence. Les alpines étaient des chèvres qui faisaient un lait plus riche. D'accord. Et les saanen un peu plus de volume. Mais avec l'évolution de la sélection, on se retrouve avec des races très très proches aujourd'hui. D'accord. Écoute, j'ai une question d'un internaute là, qui bien sûr nous suit sur les réseaux sociaux, région Nouvelle-Aquitaine, les produits de Nouvelle-Aquitaine, qui est: qu'est-ce que tu donnes à manger aux chèvres? Alors, les chèvres sont nourries avec les fourrages de l'exploitation. D'accord. Donc soit consommées au pâturage en verre, soit consommées en foin, en période hivernale quand il n'y a pas de pâturage, ou alors en période d'été où vraiment l'herbe ne pousse plus. Ouais. Et puis ensuite des céréales de la ferme et puis quelques aliments complémentaires selon les besoins. Donc on a parlé de nourriture, juste pour revenir, je sais que c'est important pour toi cette notion d'autonomie en nourriture sur une exploitation comme la tienne. Eh bien, ça consiste tout d'abord de fournir l'intégralité quasiment des aliments pour le troupeau. Donc déjà financièrement c'est intéressant, ça permet de ne pas dépendre d'autres circuits, de ne pas dépendre d'aliments qui seraient beaucoup plus chers. C'est aussi, je pense, d'un point de vue écologique, plus intéressant et plus approprié. Donc c'est vrai que l'autonomie alimentaire, c'est un objectif. Ouais. Viser le 100%, même si c'est pas toujours évident parce qu'il y a des contraintes liées au climat, liées à des années. Quelquefois on manque un peu de fourrage, donc on peut arriver à acheter un peu de fourrage sur une exploitation voisine ou d'autres départements, ça peut arriver. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 100% de l'autonomie. Une autre des questions était, est-ce que, sort-elle en extérieur? J'ai envie de dire que, oui. Alors peut-être plus précisément, les questions étaient quand, combien de temps? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter peut-être la journée type d'une chèvre? Oui, en fait, les chèvres pâturent, en gros, selon les années, à partir du 15 février, on peut commencer à les sortir et elles pâturent efficacement à partir de la mi-mars jusqu'au mois d'octobre, novembre. Et de façon irrégulière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'herbes, ça peut être 12 à 13 heures par jour. Et puis on peut réduire un peu quand c'est plus sec ou quand il commence à faire froid et que l'herbe pousse un peu moins. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, c'est sensible au froid?
C'est surtout l'herbe qui est sensible au froid. Les chèvres ne sont pas sensibles au froid, je pense pas. Mais l'herbe pousse moins vite et moins bien quand il fait froid. Ouais, voilà. Bien sûr. Je me laisse guider par les questions puisque ça fonctionne bien. De nos internautes toujours, que diriez-vous de vos chèvres? On te demande, Christophe. Ah, les chèvres. La chèvre, c'est un animal particulier, c'est un animal très curieux, très espiègle, très malin. Donc il ne faut pas laisser de brèche, il ne faut pas laisser de faille. C'est un animal bien particulier, je pense. Ouais. Et on en parlait si particulier, et je pense qu'on va parler aussi de ta passion, enfin de votre passion avec Anaïs. Mais du coup, on parlait de prénoms. Tu nous racontes un peu comment ça se passe chez toi? Ah oui, depuis que je suis installé, je donne des prénoms à mes chèvres, ce qui n'est pas courant en production caprine. Voilà, j'ai des prénoms que je choisis par famille en fait pour me rappeler les origines des animaux au fur et à mesure que les années passent. Et ça permet d'avoir un petit lien de proximité avec les animaux et c'est mieux que les numéros, quoi. C'est un petit jeu sur l'exploitation. Trouver les prénoms des chevrettes chaque année. Ouais, un petit jeu, mais qui finalement illustre, j'ai envie de dire, le bien-être animal. Enfin, tout ce que tu essaies aussi de mettre en place pour avoir des animaux en pleine forme, quoi. Bien sûr, et les animaux, ils sont très importants pour nous parce que c'est le pilier de l'exploitation en fait. Pour nous, le pâturage paraissait une évidence parce que les animaux sont en extérieur, peuvent se mouvoir, peuvent manger de l'herbe fraîche. Aussi, évidemment, d'avoir un rapport particulier, de prendre soin d'eux, c'est très important. Alors au pâturage, il faut savoir qu'une chèvre mange autour de 10 à 11 kg d'herbe fraîche. Et tu as combien de chèvres, rappelle-nous? Là, j'en ai 192. Donc voilà. Ça fait quelques tonnes quelques tonnes par jour d'herbe. Voilà. C'est ça. Mais la prairie, c'est magique, ça pousse tous les jours quand il y a les conditions. Ouais, bien sûr. Alors ça pousse tous les jours, mais tu disais aussi que tu avais quand même une vigilance accrue sur la qualité de l'herbe, et tout ce qui pouvait perturber la chèvre à un moment donné, quoi. C'est que la chèvre, la particularité aussi, est très sensible aux parasites. Donc c'est un frein un peu au pâturage quelque part. Donc ça nécessite d'avoir une grande surface à mettre à disposition pour pouvoir gérer cette partie-là des parasites. Donc nous pour 192 chèvres, on a à peu près une trentaine d'hectares qui sont consacrés au pâturage à des moments différents de l'année en fait, pour faire une rotation. Et à quelle heure tu te lèves? Est-ce que tous les jours il faut y être? Enfin, on parlait de passion, tu peux nous en parler un peu plus? Eh bien oui, l'agriculture effectivement c'est un métier de passion, notamment l'élevage, puisque c'est une astreinte quotidienne, puisque les animaux ont besoin de nous tous les jours. Donc le lever c'est assez tôt, c'est 6h30 le matin. Et après c'est tous les jours. Alors évidemment, nous on a une exploitation qui a pris un peu de taille, un peu d'importance. Donc maintenant on a des salariés, ça permet quand même de temps en temps de répartir la charge du travail et de se libérer quelques jours de repos, de vacances. À partir du moment où on aime ça, c'est quand même assez facile à surmonter. Et tu disais à partir du moment qu'on aime ça, j'aimerais bien qu'on revienne sur... alors je ne sais pas si le mot vocation est trop fort. Depuis tout petit, ça me passionnait l'élevage. Parce que j'aimais bien le contact des animaux, mais j'aimais bien aussi cette notion d'élever, de produire quelque chose, d'avoir plusieurs générations qui se succèdent. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est quelque chose qui était inscrit en moi, voilà. Et j'en ai accepté forcément du coup la contrepartie, un petit peu les difficultés et les contraintes du métier. Du coup, tu récoltes le lait, donc comment ça se passe la traite? Ça, c'est une des questions qui revient sur les réseaux sociaux aussi. La traite, c'est 2 fois par jour, ouais. Donc le matin à 6h30, donc c'est le premier travail que l'on effectue, on traite les animaux. On essaie de les traire assez tôt pour pouvoir les sortir quand c'est la période de pâturage le plus tôt possible, pour leur laisser une plage assez importante pour qu'elles mangent l'herbe. Et ensuite, on les retrait une deuxième fois à 17h30 le soir. Tous les animaux ne sont pas traits toute l'année, ils se reposent 2 mois. D'accord. Ceux qui vont avoir des petits se reposent 2 mois, ce qu'on appelle le tarissement. Voilà. Mais nous, on a une partie de notre troupeau qui est menée en lactation longue, donc on ne fait pas porter de petits. Donc on traite, et après, qu'est-ce qu'on fait du lait? Alors le lait, on le met à fermenter. D'accord. Donc on récupère le lait, on met des ferments à l'intérieur pour acidifier le lait. Lorsqu'on atteint le bon pH, on met la présure pour faire cailler le lait.
et on attend 24 heures en cahier lactique. 24 heures après, on décaille, ça s'appelle, on récupère le cahier qu'on met en moule. Christophe, on se retrouve donc dans le lieu de la transformation. On prend le cahier et on le dépose dedans. Et après, le sérum s'évacue. Je comprends. On met des coups de louche comme ça. C'est le moulage à la louche. Quand vous voyez un fromage avec écrit moulage à la louche, ça veut dire ça. Pour avoir une texture, ce qui est intéressant, c'est avoir une texture de fromage lisse à l'intérieur, à la coupe. Et là, le moulage à la louche, c'est très important. Qu'on dépose les couches délicatement, à un rythme précis, et comme ça, on obtient un fromage qui est plus savoureux, moins pâteux, etc. Tout à fait. C'est une technique. C'est des gestes qui ont des conséquences sur le produit final. Après, il y a plein de choses qui sont importantes, la température, la façon dont on traite le lait, la façon dont on le manipule. Et on travaille le cahier 24 heures après, donc on le moule dans les formes qu'on va obtenir, des bûchettes ou des palets. Et ensuite, à peu près 8 heures après, il y a un premier retournement qu'on fait dans le moule, comme ceci. Voilà. Et donc, c'est le travail quotidien qu'il y a à faire dans la fromagerie. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de sorcellerie dans la fabrication de fromage, il n'y a pas de recette absolue, c'est que des gestes techniques, des maîtrises de température, de millefeuillement au départ. Et ça, tu as tout ce Mais après, c'est un métier passionnant pour ça. Ouais. Combien faut de lait pour faire un fromage comme ça? Alors, pour faire 1 kg de fromage, il faut à peu près 10 litres de lait. Ok. Ça, c'est un repère. Alors, ça varie selon les saisons. Donc, le lait peut être un peu plus riche en hiver, un peu moins riche en été. Donc, c'est variable à quelques centaines de grammes près. Mais en gros, le repère, c'est 1 kg de fromage avec 10 litres de lait. Donc, un fromage comme ça il fait 150 grammes en frais comme ça. Donc, on fait 6 à 7 fromages tous les 10 litres de lait. Tous les 10 litres de lait. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais, ça, c'était une question qu'un internaute était intéressé de savoir. Donc ça, c'est sur une transformation lactique. Si on fait d'autres types de transformations, il peut nécessiter plus de volume de lait. Par exemple, une tome, il faut plus de lait pour faire 1 kg de tome. C'est la méthode fromagère qui fait qu'il y a plus de pertes. Parfait. Voilà. Bon, j'aimerais bien qu'on évoque la route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine. Oui, donc nous sommes adhérents à la route des fromages de chèvre. Donc c'est un collectif de producteurs de fromage de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc ça permet d'avoir une carte sur laquelle on peut répertorier l'emplacement géographique de chaque producteur. Cela permet donc aux gens de savoir quelle ferme il peut aller visiter, donc s'il se trouve dans telle ou telle région. Donc nous, ça nous permet de recevoir sur la ferme pas mal de public, en fait, de gens qui viennent nous voir travailler au quotidien, voir les gestes que l'on fait, la traite, et, le soin aux animaux. Et on leur explique la transformation et ensuite ils peuvent déguster, voire repartir avec des produits de la ferme. Et c'est ça. Donc développement de la vente directe, et puis cette relation avec le consommateur final finalement. Voilà. Super, écoute, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications complémentaires. Et si on parle de lui là, pour finir, bien sûr. Le Québécois, en fait, c'est le fromage du département. Donc c'est un fromage qui a un cahier des charges, donc qui doit être produit et transformé sur le département, qui a aussi un cahier des charges au niveau de l'autonomie alimentaire, au niveau de la taille des exploitations aussi, qui est limitée par UTH à un nombre de chèvres. Tout ça pour viser toujours une qualité de produit. C'est un petit fromage qui fait 35 grammes, un petit palais, et qui se mange en chèvre chaud ou alors en plateau de fromage. Ouais, mais qui a sa réputation, déjà. C'est ça. Bon, écoute, je te remercie 1000 fois pour toutes ces informations, de rien. D'avoir pris le temps de nous recevoir, et je suis certaine que tous les internautes vont être bien contents de ce témoignage. Merci beaucoup. Merci.